Comment gagner de l'argent en ayant un bouton ou pas qui met à jour automatiquement votre site? Parce que oui, encore en 2017, l'argent est un des critères les plus importants pour tous les décideurs, propriétaires de marques ou de sites. Bonjour, je suis Nicolas Candel, leader technique chez Altima. Et mon quotidien, c'est de faire des sites e-commerce pour nos clients ou de maintenir, de faire évoluer des sites existants. Mon contexte de travail, c'est un environnement qu'on appelle on-premise, c'est-à-dire qu'on a conscience des serveurs, de l'infrastructure qui héberge les différents sites. Je travaille dans un écosystème en PHP, mais le contenu de la conférence est applicable à n'importe quel langage. J'utilise bien sûr un framework pour faire ces sites, mais ce n'est pas ce qui est important. D'ailleurs, je ne le citerai pas ici. Ce n'est pas le plus important. J'aime beaucoup cette slide. Ce qu'on ne veut pas, ce qu'on aimerait avoir. Parce que très souvent, ce qu'on ne veut pas, ce que nos clients ne veulent pas, eh ben, c'est ce qu'ils ont. Concrètement, si on prend une marque, grande marque, moyenne marque, peu importe, qui a un contrat de maintenance avec un prestataire, est-ce que cette marque serait enjouée à payer quelqu'un pour aller mettre à jour manuellement son environnement de production, d'aller copier des fichiers pour mettre à jour un serveur? Je ne pense pas. Je ne pense pas que cette marque soit encore enjouée pour aller payer la mise à jour manuelle de l'environnement de pré-production et encore moins tous les environnements de test ou de recettes. Non. Cette marque, sa plus-value, va être d'utiliser cet argent, ce temps humain, utilisateur, prestataire, pour faire évoluer son site. Par exemple, la refonte en responsive qui devait sortir en juin, mais bon, on a encore quelques échanges avec le prestataire, on n'est pas complètement prêt par manque de temps. Le nouveau moteur de recherche qui devait booster les ventes, il est prêt, il est dans les cartons, hein, il y a plus qu'à. Ou de façon un peu plus modeste, ces petites modifications de wording mineures, hein, mais très vite corrigées. Mais par contre, niveau temps et priorité, c'est pas le plus important. Le but ici, c'est de vous expliquer comment l'automatisation de la mise en production et de la mise à jour des différents environnements peut vous faire gagner du temps pour développer de la vraie valeur ajoutée. Pour ça, comment on fait? Eh ben, on commence par s'organiser. Le plus important là-dedans n'est pas du tout technique. La technique, les outils évoluent. On en a certains que je vais montrer un peu plus tard, mais il y en aura d'autres demain qui répondront peut-être mieux aux besoins, peut-être à un autre besoin. Le plus important, c'est de s'organiser tout d'abord en équipe, humainement. On va commencer par définir le besoin. Qu'est-ce qui est automatisable? On parle d'un site internet, d'un site e-commerce. On veut garantir une certaine qualité. Pour ça, on va commencer par automatiser des tests. Des tests sur le code, des tests de non-régression fonctionnelle, par exemple, des tests de charge aussi. On va automatiser la mise à jour des différents environnements, de tests, de prod. Ce qui fait gagner du temps est là où un acteur humain n'a aucune plus-value, a priori, à part le contrôle final. On peut automatiser aussi la récupération de la base de données de production. Parce qu'après tout, un développeur ou un testeur qui joue son cahier de test sur des données d'il y a 6 mois, 1 an, ce n'est pas forcément très pertinent. On va essayer de tester un maximum sur des données chaudes. De la même façon, on peut aller récupérer tout ce qui est médias, images, les images produits qui ont été uploadées récemment, le contenu du CMS mis à jour par votre client, pour voir qu'avec le nouveau site en responsive, tout fonctionne comme attendu. Et on peut automatiser toutes sortes de simplificateurs. Par exemple, au moment où on récupère la base de données de prod, on peut aller injecter des comptes utilisateurs, modifier des comportements, mettre à jour les modules applicatifs et leurs dépendances, toutes sortes de choses. Ensuite, on va essayer d'organiser l'équipe de développement, de préférence autour de méthodologies agiles. Le but dans la livraison automatisée va être bien sûr de garantir une certaine qualité de livraison, de pouvoir livrer vite, mais aussi du coup, par conséquence, plus souvent. Livrer le plus souvent possible une version fonctionnelle de l'application. Souvent et fonctionnel sont deux choses qui sont pour moi indissociables. On n'a aucun intérêt à livrer souvent
quelque chose qui bug. Ce n'est pas le but. Ce que ça donne, vous organisez vos développements, votre équipe comme vous voulez. On peut parler par exemple de sprint de développement, de lot de développement, ce que vous voulez, mais évitez, vraiment évitez le encore utiliser cycle en V. D'ailleurs, sprint ou lot, on peut très bien faire les deux. Pour rappel, qu'est-ce qu'un sprint? On va définir par sprint un groupe de fonctionnalités à développer qui sont figées dans le temps. Dans l'exemple qui est projeté, au bout de 3 semaines, l'équipe s'engage à livrer un développement. Si certaines tâches ne sont pas finies, tant pis, elles ne seront pas livrées dans ce sprint, elles seront livrées au sprint d'après. Si l'équipe est en avance, on va peut-être aller rajouter des développements dans le sprint. À l'inverse, le lot, lui, est composé d'un nombre fini de fonctionnalités ou de correctifs et sera livré une fois que ces fonctionnalités seront développées. C'est tout à fait possible de mixer les deux. Sur l'exemple de 4 semaines, on a des sprints fixes qui durent 3 semaines, dans lesquels on va aller en plus injecter, pousser du coup en production des correctifs de TMA, donc de maintenance. La théorie, c'est bien beau. Techniquement, de façon un peu plus pratique, qu'est-ce que ça donne? On va utiliser différents outils pour répondre à nos besoins. Le premier, j'espère que je n'apprends rien à personne, va être le gestionnaire de sources. Dans notre cas, Git. On appelle gestionnaire de sources l'endroit où sont stockés tout le code de l'application. Ensuite, nous allons mettre en place un ordonnanceur. L'ordonnanceur, le chef d'orchestre, celui qui va aller déployer toutes les autres tâches afin de mettre à jour les différents environnements. Ici, dans notre exemple, on peut utiliser TeamCity. Nous allons mettre en place des outils de testing aussi. Dans le cadre de mon travail, ce sera pour les tests unitaires du PHP Unit, du Java, du JUnit, des tests fonctionnels, du Selenium, de charge, du JMeter. Utilisez ce que vous voulez, ce ne sont que des exemples d'applications. Nous allons utiliser aussi un outil de déploiement. C'est l'outil qui va effectivement aller copier les fichiers sur votre environnement et aller basculer la bonne version. Va vous permettre également, pourquoi pas, de revenir en arrière en cas de gros problèmes. Capistrano, ici, fait très bien le boulot. Et pour tous les besoins spécifiques, en plus, personnellement, j'utilise du coup du scripting Bash. Pas que je sois fan de Bash, si je pouvais utiliser autre chose, je m'en passerais, tout simplement parce que je suis sûr que ça va tourner sur tous les environnements. Si vous avez du Python, du Ruby sur tous vos environnements, utilisez bien sûr ce que vous voulez. Ce n'est qu'une partie des outils. Si vos serveurs de recettes internes ou autres sont virtualisés, bien sûr, vous allez utiliser d'autres outils, d'autres couches, du Docker ou autre. En parlant d'environnement, un petit rappel sur le processus classique de mise en production et les différents environnements utilisés par les différentes équipes. Tout commence par l'environnement de développement sur lequel le développeur va itérer ses différentes tâches jusqu'à avoir finalisé, être satisfait de son travail. L'environnement de développement, concrètement, ça va être l'ordinateur du développeur. Ensuite, il va aller valider son code, le pousser, le mettre dans le gestionnaire de sources. Concrètement, un git push sur la branche de développement. À partir de là, automatiquement, via l'ordonnanceur qui détecte un changement dans le code, le serveur d'intégration ou de recette interne se met à jour et la fonctionnalité est prête à être testée par un chef de projet ou quelqu'un de l'équipe qui est dédié au test. On ne va pas se leurrer, il va y avoir des retours. On ne peut pas développer chaque fonctionnalité et n'avoir aucun bug, ne pas avoir pensé à tous les cas. Si vous écrivez quelque chose et que vous essayez de vous relire pour y trouver les fautes d'orthographe, c'est quelque chose de très compliqué. Faites lire ça à une tierce personne, les fautes d'orthographe lui sont trop aux yeux. Du coup, notre personne va aller tester ce code, faire des retours, et on itère de nouveau. Une fois que c'est validé en interne, on va aller pouvoir pousser la fonctionnalité ou les fonctionnalités sur le serveur de recette client. Là aussi, le client va potentiellement nous faire des retours. On espère beaucoup moins nombreux. Et on recommence ce cycle itératif. Ensuite, le code passe en pré-production. La dernière étape avant d'aller en production, c'est un ultime test dans des conditions souvent beaucoup plus proches de la réalité. En pré-production, on va avoir par exemple du multifrontal. On va avoir un lien avec l'ERP, on va pouvoir tester l'export de commandes.
On va pouvoir tester l'intégration du module bancaire aussi. Si tout va bien, la durée de test en pré-production ou production doit durer grosso modo une demi-heure, 1 heure. Ensuite, on passe en production. Tout le monde est satisfait. Voici à quoi ressemble une configuration, donc ici de l'ordonnanceur de TeamCity, que j'utilise pour un projet concret, client Caporal en B2B. On retrouve du coup les différents environnements qui ont été listés, et on retrouve aussi en parallèle le fait de travailler sur ce qu'on appelle le projet, donc des sprints, et de la TMA, de la maintenance. Ce qui est pertinent à voir ici, c'est à droite les durées de mise à jour, la fréquence à laquelle les serveurs sont mis à jour, soit automatiquement, soit manuellement. Tout ça va très vite. Ce n'est pas parce qu'on a beaucoup d'environnements que les choses n'avancent pas vite. Au contraire, les environnements et les tests sont là pour être des garde-fous. Ce qui est remarquable aussi, c'est le petit bouton Run à côté, qui permet à n'importe qui de déclencher une mise en recette, voire une mise en production. Si on rentre un peu plus dans les détails de comment on configure, par exemple ici un TeamCity sur un environnement, j'ai choisi l'environnement de recettes clients, de recettes internes pour de la TMA. La mise à jour d'un environnement va être découpée en différentes étapes. Ces étapes qui utilisent du coup les outils qu'on a vus un peu plus haut. On commence par une première étape. Ça, c'est du custom en interne où on va jouer sur certains fichiers qui sont propres à l'environnement. Ce n'est pas obligatoire. La deuxième étape, par contre, qui va toujours avoir eu lieu, c'est la livraison des sources, donc des fichiers sur l'environnement, où on utilise un Capistrano. L'autre étape, ça encore c'est en interne, on va aller redémarrer les conteneurs Docker, histoire d'être un peu plus propre sur l'environnement, d'éviter toutes sortes de fuites de mémoire ou autres. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez, un environnement virtualisé ou pas de grande importance. Et ensuite, on va mettre tout ce qui est propre, nous, à notre applicatif. Vidage de cache, mise à jour des modules applicatifs. Et une dernière étape, qui est du coup la synchronisation de la base de données, ce qui nous permet de travailler sur des données chaudes. À titre d'exemple, pour faire une idée, ici la synchronisation de la base de données avec l'injection de toutes les informations dont on a besoin pour faire tous nos tests prend 8 minutes par environnement. Ce qui du coup est un gain de temps plutôt fou pour l'équipe. Alors, tout ça c'est bien. Est-ce que nos clients sont satisfaits par la mise en place de ce genre de process? Alors, oui, ils sont satisfaits, même plutôt très satisfaits. C'est une discussion que j'ai eue avec le client Caporal, le responsable du projet B2B. Cette discussion n'est pas tronquée. La question a été posée telle qu'elle. Et premièrement, ça fait plaisir de voir ça. Mais aussi, c'était très intéressant parce qu'il m'expliquait d'autres choses que je n'avais pas vues. Forcément, il y a un gain sur la qualité des livrables. Il n'y a plus d'erreurs humaines, ce qui est très important, surtout dans un environnement de production. La rapidité des déploiements lui fait plaisir aussi. Mais également, il ne dépend même plus d'un développeur pour aller mettre à jour son site. Et pour lui, ça, c'est quelque chose de très appréciable. Merci à vous.